Selon les chiffres de l'UNESCO, d'ici 2030, la population africaine en âge de travailler devrait atteindre les 600 millions d'habitants. Un énorme défi pour le continent. Ici, au Niger, dans la capitale Niamey, le centre de formation Al-Kidr, lancé en février 2025, s'est lancé pour défi de former ceux et celles qui feront le Niger de demain, le Sahel de demain, l'Afrique de demain. Comme quoi, pour mieux préparer l'avenir, il faut s'investir dans le présent. Et pour en parler, je suis avec M. Cheikh, avec qui nous allons parler de la vision qui a poussé des hommes et des femmes à mettre en place le centre de formation Al-Kidr. Avec lui, nous allons revenir un peu sur la vision à la base, ensuite les challenges à résoudre, les solutions proposées et bien évidemment sa vision de l'Afrique de demain, l'Afrique dans laquelle nous vivrons. Bonjour et bienvenue dans Hybride, le podcast. Bonjour, Bonjour monsieur, comment ça va? bien et vous? Super. Cool, je suis content d'être là demain. Et on est dans la bibliothèque Albert Wright. Effectivement. Présentez-vous s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, je suis Hassan Cheikh Ismaël, directeur du centre de formation Al-Kidr qui a été lancé en février 2025. Même si le centre date de bien avant, parce que déjà, quand on parle du moment à partir duquel on a commencé à y penser, préparer le centre, c'est depuis les alentours de 2023. Donc il a fallu tout un moment pour préparer l'idée qu'on trouvait la plus pertinente, le procédé plutôt, qui était le plus pertinent à appréhender pour former le centre. Donc comme vous l'avez dit, pour parler de la vision du centre, il faudrait d'abord en venir à mon parcours. Avant d'arriver là, moi la première des choses qui m'a impressionné ou bien qui a retenu mon attention, c'est que il y a des visages connus qui sont mis en valeur, qui sont mis en lumière. La preuve, nous sommes dans la bibliothèque Albert Wright. Albert Wright, il est vivant et ses travaux sont connus. Et aujourd'hui, vous décidez de le rendre hommage. Effectivement. Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Ce choix-là, c'est tout simplement, ça fait partie de la vision du centre Al-Kidr. C'est qu'on voulait s'inscrire vraiment dans le patrimoine nigérien précisément, mais africain globalement. Et on a voulu aussi avoir des personnalités qui vont dans le sens du projet. Par exemple, dans les personnes même que j'ai eu à accrocher dès le début du projet, je voulais que tout ce qui concerne Al-Kidr de près ou de loin sente cet attrait, cette approche africaine et nigérienne. Donc c'est un peu ça. Alors d'où vient cette vision? Cette vision, donc comme je disais, il faut revenir d'abord à FACO. Déjà, comme je dis, le centre a ouvert en 2025, donc c'est encore récent. Et pour en venir à moi-même, il faut savoir que depuis les alentours de 2019 environ, j'ai eu à travailler ici et là, j'ai eu à essayer certains projets. Parce qu'il faut savoir tout d'abord que je n'ai pas le bac. Et je dis ça parce que ça concerne énormément mon parcours académique. Il faut savoir que depuis très très jeune... Je n'ai pas le bac, je le dis sans complexe. je veux juste que vous le dites. Je le dis sans complexe aussi, mais c'est juste que ça peut étonner certaines personnes. Il faut savoir que dès le début, dès la primaire, je n'aimais pas l'école. Du moins, je croyais que je n'aimais pas l'école. Et jusqu'à un certain de ma vie, à cause des reproches, que ce soit à la maison, parce qu'on te demande qu'est-ce qui va pas, on te met toutes les conditions, donc pourquoi tu n'arrives pas à travailler? Et j'en arrivais à culpabiliser, à me poser moi-même la question, qu'est-ce qui n'allait pas? D'ailleurs, pour vous dire, j'adorais les grèves. Ah ouais.
Moi, quand il y a grève et qu'on doit rentrer, moi, je priais pour qu'on puisse sortir. Donc, il m'a fallu très tard. Pourquoi j'ai dit, je croyais que je n'aimais pas l'école? Il m'a fallu très tard. C'était aux alentours de seconde. Aux alentours de la seconde. Vous savez, la philosophie commence en première, normalement. Mais en seconde, en plein milieu d'année, c'était quasiment aux trois quarts de l'année. Le professeur de l'école rentre dans notre classe et nous dit bon, normalement, vous devez commencer la philo en première, mais on a décidé de vous faire en amont, en seconde. Et ça a été un grand choc pour moi. Ok. Ça a été l'amour fou. Parce que en ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se sont réunies à ce moment-là qui ont fait que j'ai eu un déclic mental, qui m'ont fait me rendre compte que, ah non, c'est pas que tu n'aimais pas l'école, c'est les procédés, la manière qui t'ont été inculqués qui n'étaient pas bons Ouais, pour pour toi, Voilà. exactement. Je suis rentré en contact avec la philosophie, mais je suis tombé totalement amoureux. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens, on avait philo uniquement le vendredi. Et c'était la première fois de ma vie où je me levais le matin et j'étais content de prendre mon sac parce que je savais qu'à telle heure, j'aurais philosophie. Et quelles sont les autres choses que j'ai dit que j'ai découvertes en ce moment-là aussi? Il y a la littérature généralement, mais surtout l'écriture. C'est à cause d'une amie que je me suis faite à l'époque que je me suis rendu compte que je pouvais aimer écrire. Et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre dans la religion, mais plus globalement dans la théologie. C'est là que j'ai commencé à appréhender Dieu, parce qu'à l'époque, on est jeune. Tu ne sais pas exactement c'est quoi Dieu, la religion, c'est ce qu'on te dit à la maison, dehors, tu ne sais pas vraiment. Et il a fallu vraiment que toutes ces choses me viennent simultanément pour que j'ai cet éveil, en fait, et que je me rende compte qu'en fait, je suis capable de faire certaines choses, d'aimer certaines choses, et de m'y investir tout simplement. Donc par la suite, comme j'ai dit, j'ai pas le bac, je l'ai essayé 3 fois. Parce que même si en ce moment je me suis rendu compte que il y avait des choses de l'école que je pouvais aimer, globalement mon appréhension globale n'a pas changé. Et j'avais toujours du mal. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis si c'est un défaut ou une qualité. Lorsque je ne suis pas particulièrement passionné par quelque chose, j'ai du mal à m'y investir. Exactement. C'était la même chose pour les autres matières, ou du moins la manière dont elles étaient appréhendées. Quelque chose, un exemple anodin que je voulais donner comme ça. Je détestais l'histoire à l'école. Peut-être parce que, et là encore je dirais pas que c'est les sujets en eux-mêmes, parce qu'un exemple basique, au lycée on traite énormément la Seconde Guerre mondiale. Mondial, exactement. Et ça ne me passionnait pas du tout. Peut-être parce que je me suis habitué à ça. Mais aujourd'hui, où YouTube est devenu conventionnel pour tout le monde, je peux rester devant un YouTuber pendant 2 heures de temps, il me raconte ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale et ça m'intéresse, ça attire toute mon attention. Donc, après avoir essayé le bac un certain nombre de fois, j'y suis pas parvenu. Après la deuxième fois, je suis allé à Accra. J'ai fait une année de langue d'anglais et je suis revenu. On m'a encouragé à retenter et j'étais pas particulièrement motivé. Bon, je me suis dit, je vais retenter, mais il y a une chose qui est sûre, je vais pas retourner à l'école. La terminale, j'y retourne pas. Parce que ma dernière terminale, c'était compliqué. C'était traumatisant. Non, c'était traumatisant. Donc, je l'ai retenté. Et là, ce qui a été bizarre, c'est que en n'étant pas allé à l'école, en sachant que 2 fois où j'ai été en terminale, j'ai pas eu le bac. Là, en passant en candidat libre, où j'ai pas particulièrement révisé, c'est pas surprenant me connaissant. Je suis passé à l'oral. Ah ouais, quand même. Mais au deuxième tour, Ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Mais moi, je me suis dit, c'est un message de Dieu. Clair. Pour dire, regarde, je peux te donner le bac, mais je te donne pas. Ouais. Et là, à partir de là, même si j'avais pu trouver un travail dans lequel je m'en sortais, ça allait, tout allait bien, quelque chose n'allait pas. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait me venger de tout ce parcours Ouais. académique. Vous allez dire, vous voulez réparer quelque chose peut-être. Voilà, je voulais peut-être réparer quelque chose. Et je sentais que quelque chose n'allait pas. Et c'est là que j'ai essayé d'entreprendre parce que la maman m'a appelé, elle m'a dit, regarde, tu sais lire, tu sais écrire. J'ai un projet en tête. Vas-y, Le monde est à toi. on te soutient. Et la première société que j'allais fonder, c'était FEF Technology Entertainment. C'était Avant d'en arriver là, quand on n'a pas le bac,
quand on a un rejet du système conventionnel de l'éducation, comment on arrive à discuter avec des gens qui forcément ont eu des parcours pas comme le tien. En gros, la question, c'est de savoir comment on arrive à se décomplexer face aux gens. C'est pas pour toi, mais c'est pour des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont pas le bac et qui ont des complexes aujourd'hui quand tu leur parles d'opportunités, quand tu leur parles d'auto-formation. C'est pour eux cette question, en fait. Je pense que la réponse se trouve déjà dans quelque chose d'important que vous avez dit, l'auto-formation. Et ce qui s'y accompagne souvent, c'est qu'on a tendance, nous tous y compris, à sous-estimer tout ce qui n'est pas académique. Un exemple bête, quelqu'un qui a un master. Il y en a énormément aujourd'hui, ils ont des masters, ils ont des licences, mais ils n'ont pas trouvé d'emploi parce que bon, le marché de l'emploi, c'est toute une autre question. Tu as ton master, tu n'as pas de boulot, mais peut-être tu vas avoir un cireur ou un vendeur de poulet, peut-être. Et intellectuellement, dans ta tête, mentalement, tu te dis, je suis mieux que lui. Alors que cette personne-là, elle trouve son gain, elle a un travail qui le satisfait chaque jour et il gagne une certaine somme d'argent que probablement tu ne gagneras pas avant un très long moment. Donc je pense que le début, c'est vraiment de déconstruire toute cette approche-là, que tout ce qui peut être manuel ou tout ce qui peut être un peu plus orthodoxe n'est pas forcément à sous-estimer. Il faut de tout pour faire un monde. Et si on commence à se sous-estimer les uns les autres, ce n'est pas bien parti. Parce que ces gens que tu sous-estimes, tu en as besoin aussi. Parce que à certains moments, selon les différents métiers, c'est toi qui peux avoir ces gens-là. Donc, tout en les sous-estimant, il y a une espèce d'hypocrisie envers soi-même parce que quand tu as besoin d'eux, tu te diriges vers eux. Donc, je pense que de un, il faut déconstruire et arrêter de faire croire aux gens que la seule voie possible, que c'est l'école ou que du moins c'est le diplôme, dans le sens où il faut que j'ai un diplôme pour avoir un travail administratif plus conventionnel, alors que pas du tout. Je pense que 600 millions de jeunes qu'il faut former. Et le plus grand problème de notre éducation aujourd'hui, c'est une éducation basée sur un héritage colonial. Ce n'est pas moi qui le fabrique, c'est des faits. Aujourd'hui, le pays dont nous avons hérité, le système administratif, pratiquement chaque année, il y a des réformes de l'éducation. Mais c'est rare d'avoir des réformes de l'éducation chez nous, ici, qui sont performants et puis qui durent dans le temps. C'est pourquoi, pour moi, des centres comme Alkidre sont des alternatives. Toi, tu en as payé les frais. Je pense que la plupart de ceux et celles qui vont regarder cette vidéo ont suivi des formations qui, techniquement, ne servent à rien aujourd'hui. Il a fallu des reconversions. Et cette initiative est la tienne. Comment tu arrives à faire comprendre à ton écosystème que, écoutez, moi, je suis entrepreneur aujourd'hui, j'ai un bon bout, j'ai un bon projet, je fais des chiffres. Et tu abandonnes tout ce parcours pour un parcours comme tel que tu vis aujourd'hui dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation. Comment tu es arrivé à faire comprendre ça à ton entourage? D'abord, l'élément principal, comme vous l'avez dit, c'est d'avoir ce truc qui nous plaît. Parce que, par exemple, dans ma situation, j'avais un travail dans lequel j'aurais pu me satisfaire, m'arrêter là et j'aurais pu mener ma vie très bien. Mais le truc, c'est que je ne pense pas qu'on soit venu sur Terre pour s'arrêter là. On a tous quelque chose enfui en nous. Et à partir du moment où on a trouvé ce déclic, cette graine en nous, je pense qu'il est très bon de le développer. Donc, pour répondre exactement à la question, c'est que il faut montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles. Et il faut savoir les interloquer à partir de là. L'exemple basique que j'ai pris tout à l'heure, c'est que on peut l'exemple de l'histoire que, par exemple, à l'école, j'ai détesté ça, mais par exemple avec un youtubeur ou entre amis comme ça, c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est l'élément de la passion. Parce que à partir du moment où tu es passionné par ce que tu fais, tu arrives automatiquement à interloquer les gens, justement. Quand tu dis interloquer, c'est que embarquer les gens. Voilà, embarquer les gens et les mettre avec toi, tout simplement. Je pense que c'est vraiment l'élément le plus important. Et un élément qui est énormément sous-estimé également, c'est l'orientation.
Parce que, par exemple, on a beaucoup, mais beaucoup de gens, j'ai pas de chiffre officiel et je pense pas qu'il y en aurait. Et au Niger, même beaucoup de gens dont des bacheliers, ils ne savent pas quoi faire après le bac. Parce qu'on n'a pas su les orienter. Parce que justement, peut-être parce que nos aînés eux-mêmes, vous avez parlé de toute l'approche coloniale. Notre héritage du Voilà, notre héritage colonial. On a été trop baigné dans cette eau-là. Elle est quasiment usée parce que tout le monde s'y est mis. Et là, on a cette eau usée de laquelle beaucoup de gens ont du mal à sortir. Alors que si on fait comparer à ces jeunes-là, et d'ailleurs, on parle que de jeunes, mais pas forcément. Vous avez parlé de reconversion tout à l'heure. Que ce soit les gens de notre âge ou nos grands frères un peu plus âgés aussi, tout le monde a cette graine enfouie en lui. Et il suffit vraiment de leur donner les différentes voies, de leur donner différentes possibilités. Alternative aussi. Alternatives pour leur faire comprendre que tu as ce potentiel-là en toi. Il faut juste le relever tout simplement. Ta passion à toi, c'était quoi? À moi? Ouais. Bon, j'ai parlé d'écriture tout à l'heure, j'ai parlé de philosophie. Si je dois ajouter autre chose, je dirais que c'est la pensée plus globalement. J'aime énormément méditer sur la vie globalement, checker un peu partout, voir ce que le monde a offert et à partir de là, m'améliorer moi-même. Donc, la philosophie comme passion, l'écriture comme passion, la pensée de manière générale comme passion. Et aujourd'hui, vous arrivez à prendre tous ces trois passions-là, en faire ingrédient et à monter le centre Al-Kidrel. Quelque chose que j'ai remarqué depuis le lancement de ce centre-là, les formations ne sont pas conventionnelles. Je donne un exemple. Il y a eu une formation sur la préparation au mariage qui a déjà été faite. Il y a une prochaine qui va être faite sur le bricolage. Je ne sais pas si c'est le bricolage, mais je sais qu'il y a l'électricité là-dedans, la plomberie là-dedans. D'où vient le fait de se dire, OK, il y a des gens qui forment en management, des gens qui forment en droit, des gens qui forment en je ne sais quoi encore, les autres filières. Nous, on va aller à contresens. D'où vient l'inspiration? Déjà, c'est que je voulais mettre vraiment mon ADN dedans. Par exemple, quand j'ai parlé du moment au lycée où j'ai eu le déclic, j'ai parlé justement de la religion qui a intervenu à ce moment-là. Parce qu'on sait, le Niger plutôt, c'est un pays musulman, on le sait. Et le truc, c'est que quand je me suis dit, OK, parce que j'ai pas répondu exactement à comment je suis venu à cette idée de Al-Kidé. J'ai repensé à tout mon parcours, j'ai fait une rétrospection, je me suis dit, c'est vrai, il y a des gens qui sont dans ma situation. Et si j'intervenais pour ces gens-là? Et là, je me suis posé la question, comment? Donc, le premier pas, ça a été d'aller voir des confrères et des aînés qui je trouvais pertinents. Parce que soit ils vont dans le même sens que moi, soit parce qu'ils ont des choses à apporter. Et ce qui était certain pour moi, c'est que la religion devait intervenir. Parce que d'ailleurs, la foi est un élément clé de Al-Kidé. Parce que peu importe le savoir qu'on a, la science qu'on a, si on ne le met pas en combinaison avec le divin, avec la foi, ça ne sert à rien. Un exemple que j'avais apprécié de la part d'une de mes partenaires d'Al-Kidé, c'était le jour du lancement. Quand elle parlait de l'élément de la foi, elle disait que tout savoir qu'on a et qu'on ne met pas à côté avec la morale ou avec Dieu, on peut en faire du mal. Et c'est là, à partir de là, quand on fait le constat, par exemple, vous avez parlé du cas du mariage, on entend énormément d'histoires loufoques qu'il y a dans des foyers, particulièrement de jeunes ou même de gens plus âgés. L'AIN, l'association islamique, chaque fois, que ce soit des chiffres semestriels ou annuels, parle de tel nombre de milliers de divorces. Mais on se pose la question, pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je me suis interloqué sur ça? Moi, aujourd'hui, qui suis dans l'éducation, si déjà dans les foyers, ça ne va pas, c'est que pour nos petits frères qui naîtront, la génération à venir, ça va être d'autant plus compliqué. Parce que tout commence dans le foyer. Et c'est un élément central. D'ailleurs, dans la foi, dans l'islam même, on dit que le mariage, c'est 50% de notre foi.
Et quand on voit aussi ce que Dieu dit énormément par rapport au mariage, c'est un moyen pour nous de trouver de la tranquillité. Déjà, la société elle-même, elle est compliquée. Si tu viens chez toi et que c'est d'autant plus compliqué, alors c'est pas... C'est une double peine. Voilà. Donc, il fallait apporter une solution dès lors. Et j'ai approché également des savants et d'autres personnes. Donc, on a mis en place un module sur le mariage qu'on a appelé Amour et Miséricorde, qui concerne tout le monde, pas forcément les jeunes qui veulent se marier, ceux qui sont déjà mariés, ou bien même les aînés qui sont mariés depuis plusieurs années, parce que eux-mêmes, ils auront leur expérience à apporter. C'est la même chose pour le bricolage. Bricot, qui contient électricité, plomberie et mécanique. On ne veut pas faire de nos adhérents des professionnels dans le sens où ils pourront en faire un métier plus tard. C'est de créer de l'autonomie. Ça veut dire que, par exemple, de petits problèmes, par exemple une prise dysfonctionnelle ou bien une pompe, un robinet qui ne fonctionne pas bien. Vous voyez, il y a souvent la blague qu'un robinet ne fonctionne pas, on met un caoutchouc dessus pour attacher. Alors que c'est des choses anodines qu'on peut réparer très facilement. Donc c'était très important pour moi. Et là où Al-Kidir se démarque, c'est que je n'ai pas fait une école à proprement parler. Parce que justement, je voulais aller du postulat que c'est pas que l'école n'est pas la seule solution, mais qu'il faut montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut devenir quelqu'un sans vraiment avoir ce cursus académique officiel là, où tu auras un diplôme à la fin. Non. Parce qu'en venant à Al-Kidir et en suivant le cursus Al-Kidir, sans avoir eu justement ce parcours officiel-là, et en créant l'autonomie par après, par exemple, si la personne vient à Al-Kidir et que, par exemple, elle a pris le cours d'Amour et Miséricorde, le cours de Blico et d'autres modules qui peuvent l'intéresser, et qu'après, par la suite, elle arrive à créer cette autonomie-là, elle peut se retrouver tout seul dans son quotidien, là. Donc, c'est un peu tout ça qui nous a motivés dans ce sens. Parfait. Merci beaucoup pour ce joyau-là. Quelle a été la réaction du public? C'est-à-dire, quels sont les premiers retours que vous avez eus le soir du 5 février quand vous êtes rentré à la maison, vous ou bien vos collaborateurs? Quels sont les premiers retours que vous avez reçus? C'était très mitigé. Parce que d'une part, bon, on a les félicitations du public globalement, que ce soit les amis, la famille. Ça ne compte pas parce que c'est acquis si on veut. Maintenant, c'est la réaction des gens externes. Là, ça a été mitigé parce que on a ceux qui, ils ont été, dès lors qu'on leur en a parlé, ils ont été très curieux, ils ont été très enchantés. Et il y en a justement parce que j'ai parlé de ce bain usé là, dans lequel on a été. Peut-être parce qu'ils ont été trop décevants. Ils n'y croient pas du tout. Et par exemple, un exemple simple, c'est que si vous partez fouiller nos réseaux sociaux, même dans nos posts, dans certaines de nos annonces, vous allez voir un peu tout, des commentaires mitigés, des gens qui nous traitent d'escrocs, des trucs comme ça. Bon, nous, ça nous fait rire parce que on s'y est préparé. Parce que ce que vous connaissez, mon partenaire Abdurrahman, après le lancement, il a organisé une petite réunion. Ce qu'il nous a dit, il a dit on a eu un public favorable. Parce qu'on se connaît, parce que c'est les amis, la famille. Mais il faut qu'on se prépare au fait que pour les prochaines conférences ou pour les prochaines assemblées, ce soit des gens qui ne nous connaissent pas. Et on aura forcément des gens qui seront sceptiques, d'autres qui seront plus durs envers nous. Mais ça fait partie du truc. Et moi-même, avant le lancement, je m'y étais préparé. Je pense que c'est normal aussi. Récemment, selon la charte de la refondation au Niger, la langue officielle, c'est désormais le Hausa. Et la question que j'aimerais poser, quand on transmet le savoir et qu'on a tous ces bouquins en français, en anglais, en arabe, comment on réussit tout de suite à s'adapter? Parce que le complexe aussi vient du fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est nigérien, qui naturellement vient de Zender et sa force oratoire est en Hausa, est obligé de parler français, effectivement. Et tout ce complexe-là empêche la prise de parole. Moi, j'en ai vu où il y a beaucoup de talent, tu sens, tu sais qu'il y a le talent, mais il n'y a pas ce canal
de transmission du talent. C'est-à-dire la langue que la personne doit parler pour s'exprimer, c'est le français et cette personne est complexée. Il ne veut pas remplacer des le par des la, des un par des une. Moi, c'est un truc dont je m'en fous un tout petit peu parce que c'est ma liberté de parler, donc je n'ai pas besoin de respecter les accords de français. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Et je me demande aujourd'hui, le fait qu'au Niger, désormais, on doit, on ne doit pas, mais si la loi ou bien la constitution, l'achat de la refondation, nous demande à ce que la langue officielle est le Hausa. Par quel mécanisme on peut en faire une langue de transmission du savoir? Parce que c'est aussi une urgence si on veut vraiment que l'éducation soit accessible. Effectivement, parce que déjà quand on va prendre l'exemple sur énormément de pays, bon, nous on parle du français, mais justement la France c'est parce que eux, non seulement c'est leur langue officielle, mais c'est leur langue officielle parce que c'est la langue nationale si on veut que les citoyens français parlent. Et c'est bizarre parce que certes il y a l'héritage colonial comme vous disiez tout à l'heure qui a énormément joué dessus, parce que à un certain moment de notre vie, pour nous qui parlons français, c'était presque un luxe. Certains même se vantent de bien parler français. On prie même en français. Mais tu vois, on parle souvent du R roulé, que la personne parle bien français, ça apporte quelque chose. Mais quand Monsieur X, le Nigérien, vient de Zender ou de Maradi, parle comme ça, bon, bof, on prend ça comme acquis. Alors que non, c'est notre héritage à nous. C'est ce qui nous identifie, nous, en tant que Nigériens. Ça va être compliqué, mais je pense que de un, il y a le devoir du gouvernement, de l'État par rapport à ça. C'est peut-être d'abord de se poser la question, est-ce que c'est toujours viable de faire du français cette langue qui se retrouve dans nos affaires courantes, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'administration. Oui, je ne dis pas d'arrêter d'inculquer le français, parce qu'on sera amené à avoir des conversations avec des organismes étrangers, parce que même avec la situation actuelle, beaucoup de gens continuent à travailler avec des gens externes. Certes, il y a le français et l'anglais. Mais je veux venir au fait que la majorité, là encore, je n'ai pas de chiffres précis, mais c'est vrai que la majorité des Nigériens, ils vont parler soit Zarma, soit majoritairement Hausa ou Peul ou Tamashek, d'autres langues. Il faudrait, de la part de l'État, de un, se poser la question, et de deux, soutenir que ce soit les organismes ou les particuliers qui, à leur niveau, vont essayer d'arranger ça. Exemple simple, ici à Altidir, on a ce qu'on appelle des hubs. Grosso modo, ce sont des clubs. Nous, on a ce qu'on appelle nos hubs de langue, et ça ne concerne pas que l'anglais, ça concerne aussi le Zarma, le Hausa. Parce que ce qui est bizarre, je dis ça, mais je parle pas Hausa. Et ça étonne beaucoup de gens. Et même mon Zarma, je suis Zarma, mais mon Zarma, il est bancal. Ça veut dire que quand j'essaie d'aller un peu loin dans mon Zarma, je bloque, ou bien souvent même mes amis ils se moquent de moi parce que je prononce bizarrement certains mots en Zarma. Et c'est bizarre. Et c'est ça aussi le processus dans lequel moi je me dis qu'on est victime de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Bien sûr. À aucun moment, on n'a pas choisi de parler le français, on n'a pas choisi de parler l'anglais, on n'a pas choisi de parler l'arabe. On est né dans des conditionnements, on est né dans des environnements où on ne peut prendre ce qu'on nous a donné jusqu'à peut-être au lycée, pour toi, de rencontrer la philosophie et de te dire, tiens, je peux faire les choses à ma manière. Quel est le cursus aujourd'hui à Al-Kidra? Parce que c'est pas un centre de formation en plus. C'est un centre de formation qui va clairement à compte courant de tout ce qui a été proposé jusque-là pour avoir des réponses concrètes aux défis de l'heure. Donc, quel est le cursus aujourd'hui? La plupart de nos formations se font sur une durée trimestrielle, sur 3 mois. À quelques exceptions près, par exemple, il y a ce qu'on appelle NSI, numérique, sciences et informatique. Ça, c'est des cours spécifiques pour les lycéens. Ça va leur permettre, par exemple, de mieux appréhender, par exemple, les mathématiques par rapport à l'informatique. Ces maths-là qu'ils apprennent à l'école, on va leur dire exactement. Parce que bon, l'exemple qu'on prend souvent ici au centre, c'est, par exemple, on entend des deltas, on entend des cosinus, etc. Mais ils ne savent pas dans la vie courante, et notamment en informatique, comment ces choses-là sont appliquées. Et justement, ça va permettre aux lycéens, peut-être même aux collégiens, mais pour un début aux lycéens, de mieux appréhender ça. Sinon, à part ces quelques exceptions, la plupart de la formation se font sur une durée semestrielle, avec différents horaires en fonction de la disponibilité de nos adhérents. Et il y a également ce qu'on appelle
Siraj. On ne va pas énormément en parler parce que ce n'est pas totalement au point. Mais c'est, pour résumer, un système de suivi et de mentorat qui, pour un début, a la vision d'accompagner nos adhérents premièrement, puis les Nigériens plus globalement, même s'ils ne sont pas directement inscrits au centre. C'est vraiment tout un procédé, non seulement, on va dire, philosophique, mais aussi par la suite plus conventionnel parce qu'on veut mettre en place une plateforme sur Internet et ici au centre aussi qui va permettre que ce soit nos adhérents précédents, présents ou futurs, de garder contact, de créer, comme je dis, vraiment ce suivi et ce mentorat pour avoir des experts dans les différents domaines qui pourront, par exemple au Niger, s'influencer les uns et les autres, au lieu peut-être d'aller trouver des gens externes, alors que nous avons les graines ici. Et si on arrive à les associer les uns les autres, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple d'une toile d'araignée, un peu comme le web justement. Et donc c'est un peu ça. Des cours trimestriels et aussi ce suivi et ce mentorat qui va se créer avec le temps. Parfait. Et vous-même, qui a été votre mentor? Mon mentor? Mais qui ont été vos mentors? Voilà, il y en a énormément. Je pense que l'exemple le plus frappant, ça va pas être cliché, mais c'est mon père. Oui. Parce que lui-même, il est entrepreneur. Lui-même, il n'a pas eu de cursus académique, mais ce qu'il a construit, ce que Dieu lui a laissé est incroyable. Et il y a toujours ce truc dont, bon, le fait que je sois fils unique joue aussi. Il y a un lien très fort qui se crée dès le bas âge. Et le fait d'avoir justement ce truc je me souviens quand j'étais plus jeune, quand justement ça n'allait pas à l'école et tout, quand il me motivait à mieux apprendre et tout, je lui dis que lui-même il n'a pas le ventre. Pourquoi il me dit de trucs? Donc c'est un peu ça. En dehors de ça, de lui plutôt, il y a des amis aussi, que ce soit l'exemple des personnes dont j'ai parlé à l'époque du lycée qui m'ont... Par exemple, j'ai parlé de cet ami qui m'a mis dans l'écriture. Il y a Abdurrahman dont je parlais. Il y a aussi certains de nos enseignants, notamment... Votre prof de philo, naturellement. Bien sûr, M. Yapouba. Dieu vous bénisse. Il y a celui qui s'occupe aussi de tout ce qui est religion, M. Suleiman. Et c'est un peu ça, il y a énormément de personnes. Parfait. Tout ce qu'on peut vous souhaiter... tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est beaucoup d'impact, beaucoup d'inspiration et surtout, beaucoup de courage. Merci beaucoup.